Salut et bienvenue sur Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir un entraîneur national qui participera aux prochains Jeux Olympiques. C'est bien évidemment Yann Julien, comme vous le voyez sur la miniature. À chaque fois, je vous laisse le suspense, mais vous le savez. Il est entraîneur des équipes de basket 3-3 féminin. Alors, c'est pas un projet facile parce que vous le verrez dans l'épisode, il va décrire les méthodes et les moyens d'entraînement de son équipe. Et c'est assez compliqué, ils n'ont pas de lieu fixe, ils bougent un petit peu partout. Et ça tombe bien parce que Julien est un responsable et spécialiste du management de la performance. Donc vous verrez que le mot management ici prendra un sens très large. Tout d'abord, la construction d'une idée commune. Ensuite, comment faire adhérer un staff et des joueurs à ce projet. Et enfin, comment passer de ce projet à réellement la performance. Donc comment passer de l'individualité à un groupe, à une équipe pour performer et, on l'espère, gagner les prochains jeux. Je vous laisse à l'épisode, mais avant ça, notre partenaire du jour, comme d'habitude. Salut! Tous les champions le savent. La confiance en compétition se construit à l'entraînement longtemps avant. Et pourtant, juste avant, quand tout a été bien fait, ce qui peut tout sublimer ou tout faire basculer, c'est le mental. Je m'appelle Jonathan Bellegroux, directeur de l'Institut de la préparation mentale, et juste avant votre épisode, laissez-moi vous parler un peu de notre travail. En préparation mentale, la méthode miracle n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est la notion d'entraînement mental, dans un cadre clair, éthique, déontologique, accompagné par des professionnels passionnés du sport, ayant acquis certaines compétences. Car pour nous, la préparation mentale est une compétence. Et cette compétence peut intéresser les éducateurs sportifs, les entraîneurs et tous les membres du staff qui sont autour d'un athlète. Car ce sont les premiers au contact de l'athlète au quotidien. La préparation mentale vise l'excellence des sportifs. IPM Sport vise l'excellence de la préparation mentale. Yann Julien, bonjour. Salut. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. C'est un plaisir de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors, Yann, je suis entraîneur de l'équipe de France féminine de basket 3-3, voilà, qui est discipline olympique depuis Tokyo. Et je suis en poste depuis novembre 2021. Puis j'ai une deuxième casquette au sein de la fédération. Je suis responsable de la partie haut niveau. 3-3 à la Fédé, donc c'est la coordination des équipes de France jeunes, entre autres, et puis des projets de professionnalisation afférents au 3-3. Alors, on parle tout le temps du basket classique. Qu'est-ce que c'est la différence avec le basket 3-3 ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Moi, j'aime bien l'appellation du basket traditionnel qui se joue à 5 contre 5. C'est celui qui existe depuis plus de 100 ans aujourd'hui, qui est très installé. Et en fait, depuis 2012, la Fédération internationale a mis en place une nouvelle discipline. J'aime bien aussi cette appellation de discipline parce que ça reste le même sport. Mais on a deux disciplines aujourd'hui, le 5-5 et donc le 3-3. Et ça a été mis notamment en place sous l'impulsion un peu du CIO qui souhaitait se projeter aussi sur les Jeux de demain, qui devaient coller avec la jeunesse qui forcément serait les futurs consommateurs des Jeux Olympiques. Il n'était pas du tout question de remettre en cause le 5-5, mais plutôt d'y ajouter une nouvelle discipline issue un peu du monde urbain, un peu dans la lignée du BMX, du skate ou du break, comme on va le voir là à Paris. Et je pense qu'ils ont testé pas mal de formules pendant quelques années, et en 2012, il y a la première compétition qui apparaît. Donc on est sur un panier, 3 joueuses qui en font 3 autres, un remplaçant de chaque côté, et on gagne le match en 21 points ou en ayant le meilleur score au bout de 10 minutes. Ce sport-là, en fait, pour tout te dire, moi, quand on me l'a présenté la première fois, j'ai eu un regard un peu bizarre, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a déjà, si tu veux, le 5-5, on a quand même du taf, là. C'est clair. On va pas rajouter encore un truc. Et je voyais ça un peu comme une entreprise un peu marketing, tu vois. Et puis, par hasard, je suis rentré dans le 3-3, et puis je me suis mis vraiment à kiffer cette pratique. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper riche, et puis l'impression aussi d'explorer un nouveau territoire sans cesse. Ça, c'est vachement excitant, en fait. Ok. Donc, tu sais, c'était sous l'impulsion du CIO, qui avait une nouvelle discipline. Est-ce que c'est aussi pour féminiser un petit peu plus le basket, ou pas ? Parce que c'est quand même une discipline féminine. Ouais, c'est vrai que généralement on dit qu'il y a 60% des licenciés qui sont plutôt des hommes et une quarantaine de pourcents qui sont des femmes.
Donc c'est plutôt féminisé, mais je pense pas que c'est été fait dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt l'idée d'arriver peut-être à développer encore le basket dans le monde, parce que le 3-3, on n'est pas obligé d'avoir un gymnase pour pouvoir le pratiquer. On peut le pratiquer effectivement dans la rue, et on peut le pratiquer sous format loisir, on peut le pratiquer sous format compétition. Ouais, c'est assez complet quand même, et je trouve que il y a des nations qui se sont lancées dans le 3-3 parce qu'elles savaient que dans le 5-5 ça serait compliqué d'arriver à exister au plus haut niveau. Je pense aux Pays-Bas là par exemple, qui sont championnes d'Europe en titre. Et ça serait très difficile d'avoir un réservoir suffisamment large pour pouvoir performer en 5-5. Donc là en 3-3 il faut effectivement moins de joueuses. Et c'est un pays qui s'investit énormément sur le 3-3 parce que ils arrivent bien à voir le potentiel médaille qu'il peut y avoir derrière ça. Donc ça ouvre aussi une espèce de fraîcheur sur la scène internationale. Ok. Je te posais la question de la féminisation parce que c'est un peu le thème de Paris, j'ai l'impression. Je me suis demandé, est-ce que c'est parce que dans le monde, parce que je ne viens pas du milieu du basket, peut-être que dans le monde, c'était un sport en 3-3 pratiqué plus par les femmes que par les hommes, donc ça permettait de rééquilibrer. C'est hyper hétérogène en fait dans le monde. Je trouve qu'en France, on n'est pas trop mal servi. Ça veut dire qu'il y a quand même une attention qui est posée sur la place effectivement de la femme dans le sport. C'est pas encore satisfaisant, on va pas se mentir. Mais en tout cas, en France, il y a quelque chose. Dans d'autres pays, ils s'en foutent. Royalement. Tu vois, je vois la Serbie qui est un grand pays de basket, très très fort en 5-5, bien sûr. Ce sont les meilleurs aujourd'hui en masculin sur le 3-3. Mais en filles, elles n'existent pas. On les voit pas, on les voit jamais. Or, je suis persuadé qu'il y a des vraies joueuses qui pourraient arriver à performer. Mais il n'y a ni d'initiative privée, ni d'initiative de la fédération serbe, j'ai l'impression en tout cas, qui permettent l'émergence de ces filles-là. Alors qu'en France, aujourd'hui, ce que met en tout cas en place la fédération, poussée aussi accompagnée par les pouvoirs publics, c'est exactement la même chose en garçon et en filles. Alors, on a la chance d'être aussi sur un sport qui est naissant, qui ne se trimballe pas, un historique qui a créé déjà des différences entre les hommes et les femmes. Mais nous, en tout cas, en France, on a la chance que ce soit la même chose entre les hommes et les femmes. Génial. C'est un sport assez intensif, le rythme est soutenu. Qu'est-ce que la performance en basket 3-3 ? À quoi ça se joue ? Je commencerai d'abord par te dire que, comme dans tous les sports, je pense que c'est d'abord la performance humaine qui est au centre du très très haut niveau. J'aime bien cette idée aussi d'une approche globale. Tu peux pas traiter de ta performance si tu vois pas l'entièreté de ta discipline, de ton sport, et tous les facteurs qui s'influencent mutuellement. Tu peux pas traiter de la préparation physique déconnecté de ton travail technique, tactique, de la performance mentale. Tout ça, en fait, est vraiment relié. Ça, c'est la première chose. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail pour pouvoir peut-être un peu comparer, il y a cette capacité quand même à répéter les efforts de très haute intensité. Il faut une grande polyvalence. C'est-à-dire que si à un moment tu es unidimensionnel dans tes qualités techniques, si tu n'es que, par exemple, moi je sais pas, que quelqu'un qui est très fort sur l'attaque en dribble, très vite tu vas atteindre des limites. Il faut que tu sois capable de défendre à peu près sur tous les postes, il faut que tu aies de l'adresse, il faut que tu aies un vrai sens collectif, parce que souvent on fait un peu un raccourci rapide entre le 3-3, c'est du streetball. Le streetball, c'est un individu qui essaie de battre celui qui est en face de lui, ça s'arrête là. Et ça, en fait, tu limites ta performance parce que tu t'épuises à faire ça, et tu vas pas très loin. Donc l'aspect collectif, la capacité à se partager le ballon, c'est quelque chose qui est fondamental aussi dans le 3-3, finalement, comme dans tous les sports collectifs. Ouais. Et comment est-ce que tu vas chercher les joueuses dans le 3-3 ? Est-ce que c'est des filles qui sont spécialisées en 5-5 que tu extrais pour aller les entraîner en 3-3 ? C'est vraiment des personnes qui, à la base, ont commencé le basket en 3-3. Alors ça n'existe pas encore, vu qu'on est une discipline encore, j'ai envie de dire, neuve, personne n'est né dans le 3-3 chez nous, que ce soit les membres du staff et les joueuses. On vient tous du 5-5 avec nos qualités, et c'est vrai que on va plutôt rechercher des joueuses qui aujourd'hui ont un certain profil, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la polyvalence, l'adresse, l'endurance. Mais il y a aussi cette espèce
fraîcheur, j'ai envie de dire en termes d'état d'esprit, cette espèce de curiosité, ce goût un peu de l'aventure, d'aller explorer de nouveaux territoires, parce que dans le 5-5, le basket traditionnel, on a le poids de notre culture, qui est une culture plutôt, on va dire, dans le management assez descendante, même si elle tend à évoluer, hein. Et ça s'explique aussi historiquement. C'est-à-dire que le basket, il a été porté en France par les militaires américains, les GI, quand ils ont débarqué sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont amené ce sport. Il a été aussi popularisé par les YMCA, donc il y a un lien avec la religion. On voit bien la chaîne descendante, soit du côté des militaires, soit du côté de la religion, hein, le père, le fils, et ainsi de suite. Ça a été repris aussi dans les cours d'école, donc là c'est le maître, hein, qui mettait ça en place. Et ça, c'est quelque chose qui a perduré. Et aujourd'hui, on a la place du coach qui est encore assez descendante. Alors que dans le 3-3, nous, la règle, elle a déjà fixé le fait de dire que la place du coach, pendant le match, était en tribune. Okay. Comme au tennis. Vous pouvez pas, à un moment, prendre un temps mort, donner vos consignes, faire les changements, ça, c'est pas possible. Et en fait, donc, le coach, tout l'art de son travail, ça va être sur l'avant et l'après. Le pendant, on est surtout dans l'observation, dans l'analyse, pour pouvoir après accompagner ces joueuses à nouveau à performer. Et, en tout cas, pour moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien d'arriver à me décoller un petit peu du management que j'avais auparavant, pour avoir une analyse peut-être plus poussée sur comment est-ce que je peux accompagner les joueuses à la prise de décision. Comment à l'entraînement, on peut accompagner les joueuses à faire les bons choix, sans être, j'ai envie de dire, dans le téléguidage. Et là où ça m'a fait du bien, c'est que je pense que on explose un plafond de verre, c'est-à-dire que quand on rentre dans cette relation entraîneur-entraîné, qui est moins verticale mais plus horizontale, et qu'on arrive à lever un peu des barrières, c'est là que je trouve qu'il y a une émergence de l'intelligence collective, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, parce que qui peut se dire dépositaire du jeu, qui peut dire moi je suis omniscient, je peux tout savoir du jeu et je vais vous dire comment ça se passe, alors que souvent c'est effectivement dans l'échange qu'on arrive à faire avancer tout ça. Oui, donc toi ton rôle finalement c'était de créer un collectif autonome qui s'est joué sans toi. Un peu, alors l'autonomie c'est toujours un vaste sujet, parce que l'autonomie totale elle n'existe je pense pas. Avoir un regard extérieur, c'est toujours quelque chose qui peut être un bénéfice, qui va bonifier la performance. Et c'est là-dedans que le coach prend sa place. Mais vraiment, ouais, effectivement, d'arriver à construire, à avoir cette vision-là et d'arriver à co-construire avec les athlètes. Mais c'est toujours en aller-retour. Bien sûr. Souvent, le traitement un peu des médias dans la performance, c'est de voir la performance de l'athlète et de ne voir que la performance de l'athlète. Bien sûr que c'est l'acteur principal, hein, mais autour, il y a souvent toute une équipe qui fait que derrière, tout ça peut se mettre en marche. Des tas d'athlètes, Roger Federer, Michael Jordan, tous ces immenses champions et championnes, se sont pas fait non plus seuls. Ils avaient autour d'eux des gens qui leur ont permis de franchir les étapes. Et certainement que eux-mêmes ont fait franchir aussi les étapes ce staff-là. C'est clair. Je pense que c'est assez... On grandit ensemble. Exactement. On grandit ensemble, c'est bien dit. Oui, en off, tu m'expliquais un petit peu le système d'entraînement de ton équipe, qui est assez particulier. Ouais, atypique. Ouais, très atypique. Est-ce que tu peux raconter à tout le monde comment ça se passe? Alors, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de secteur professionnel 3-3 féminin. Entre autres parce qu'on n'a pas de compétition internationale de très haut niveau entre octobre et mai. Par contre, entre mai et octobre, là, on en a beaucoup. Tant qu'on n'a pas de compétition internationale de très haut niveau, c'est dur de faire émerger le secteur professionnel. Je te coupe, ça ressemble un peu au modèle américain, en fait. Avec une longue saison de préparation et... Un petit peu, ça ressemblerait peut-être à la WNBA qui jouerait que l'été. Par contre, la WNBA, les joueuses, elles peuvent s'expatrier en Europe le reste de l'année pour pouvoir jouer. Donc finalement, elles s'y retrouvent. Nous, on n'a pas cette chance-là pour l'instant.
On aurait besoin effectivement, notamment que la FIBA appuie un peu sur l'accélérateur pour qu'on puisse avoir des compétitions tout au long de l'année. Je pense qu'ils sont un peu frileux par rapport à l'écosystème. Or, je suis convaincu que si on présente dans un produit sympa, le 3-3 féminin, ça plaira au public, j'en suis convaincu. Je vois quand l'équipe de France, elle se balade à droite et à gauche, il y a un vrai engouement du public, il y a des gens qui ressortent de ces tournois de 3-3 heureux d'avoir vu du si beau basket, donc je suis persuadé que ça pourrait marcher. Et donc, jusqu'à présent, en fait, on bénéficiait de joueuses professionnelles de 5-5, qui font toute leur saison au club, on va dire de septembre jusqu'à mai, et nous, après, on les récupérait en équipe de France de basket à 3. Et on faisait nos compétitions l'été. Or, il y a un événement quand même qui se profile là, ce sont les Jeux Olympiques à Paris, et voyant la concurrence internationale commencer un petit peu à s'organiser, à développer des programmes, il y a des équipes comme le Canada, comme l'Allemagne, qui se sont professionnalisées, alors avec des forces dans leur programme, mais qui n'est pas totalement abouti. Nous, on s'est dit qu'il fallait mettre toutes les chances de notre côté et que c'était pas envisageable de dire tiens, on va passer du 5-5 au 3-3 un mois avant les Jeux. Ce serait comme demander à un athlète qui fait du 100 mètres toute l'année de dire un mois avant les Jeux tu vas passer au 110 mètres haies. On le ferait pas en athlète. Et finalement, pour pouvoir mettre les chances de notre côté, toutes les chances de notre côté, on a décidé effectivement professionnaliser 8 joueuses. 8 joueuses, c'est le nombre minimum pour pouvoir bien s'entraîner, hein. Parce que pour pouvoir faire des oppositions à 3 contre 3 avec une remplaçante de chaque côté, comme c'est en compétition, il en faut 8 minimum. Et donc, on a commencé à développer un projet qui devait d'abord démarrer plutôt en janvier, parce qu'on était embêté quand même par ces compétitions internationales. Puis dans la négociation avec les clubs, on a accepté d'aller jusqu'au mois de septembre. Et donc là, 8 joueuses professionnalisées qui vont bosser pour les Jeux. Et elles vivent toujours sur leur lieu d'habitation d'origine, hein, et en fait, on les réunit sous le format de camp. Donc, on a 3 camps qui vont se suivre, 3 semaines, on va dire, avec le week-end où on rentre à la maison, et puis généralement une semaine de travail solo, où là, elles ont un travail à faire chez elles, sur le plan du basket, cardio, muscu. Et on l'a fait volontairement parce que vivre 24 sur 24 ensemble, on pourrait penser assez facilement que c'est cool, ça crée de la cohésion. Je sais pas, il faut juste se poser la question, est-ce qu'avec mon collègue de boulot qui est dans le même bureau que moi, je passerai tout mon temps à H24? Je pense pas. Donc il faut créer ces sas un peu de respiration sociale aussi, pour s'aérer un peu la tête et voir autre chose. Ok. Donc 8 joueuses, sachant qu'il y a que 4 billets pour Paris. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer la compétition finalement à l'intérieur du groupe? Habituellement, j'aime pas donner mes équipes trop tôt à l'avance, parce que je suis convaincu que une concurrence saine qui génère un peu d'émulation, où finalement les filles se poussent à se dépasser, c'est quelque chose qui peut être très positif. Il faut bien le conduire, c'est vrai. Je donne mon équipe plutôt tard pour aussi être sûr d'avoir les joueuses les plus performantes du moment. Mais on sait tous qu'une saison, c'est fait de haut et de bas. On ne veut pas attaquer quand même une compétition comme les Jeux avec des joueuses qui seraient dans le down. Donc ça, c'est assez important. Mais après, je pense qu'il faut, c'est un état d'esprit, puis c'est quelque chose qu'il faut arriver dont il faut arriver à débriefer très régulièrement. Faut pas laisser finalement s'installer une espèce d'ambiance qui pourrait être pesante. Et juste le fait d'arriver à dédramatiser, à en discuter collectivement et individuellement assez régulièrement, je pense que ça fait plutôt du bien aux athlètes. Et puis nous, ça nous remet aussi systématiquement face à nos responsabilités. Ouais. Et voilà, et la responsabilité d'un entraîneur, c'est à la fin faire des choix. Vous pouvez prendre les conseils de tout le monde, de votre staff. À la fin, vous êtes tout seul face à ça. C'est ma responsabilité et voilà, il faut que je l'assume. Ouais. C'est quelque chose d'important qui fait partie du job. J'imagine que le projet commun, c'est un médaille d'or au jeu. On y pense forcément, mais en fait, la façon dont j'essaie de traiter le truc, c'est que je veux pas qu'on se cache derrière notre petit doigt en disant oui, on va au jeu, on verra bien, machin. Bon, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a de l'ambition, et il faut en avoir, surtout quand on a ces jeux à Paris,
c'est bien sûr qu'on pense à la médaille d'or, mais c'est facile de dire on pense à la médaille d'or, c'est pas le plus important. Ce qui doit focaliser notre attention, c'est le chemin à parcourir, c'est la construction de l'athlète individuellement au service d'un collectif. C'est ça qui est le plus important. Et c'est aussi d'arriver à avoir cette puissance pour faire un pas de côté et faire l'analyse de ce qu'on est en train de faire, parce que le chemin il est pas tout tracé. C'est-à-dire qu'on a cette vision, on voit le sommet. Le sommet, c'est dans la façon dont on veut jouer au basket, au jeu. C'est ça le sommet. C'est pas forcément la médaille. La médaille, c'est une conséquence. Mais on veut jouer de telle manière. Ça, c'est notre vision. Ce sont nos forces. Et puis, tu sais que sur ton chemin, tu vas avoir des étapes et qu'à chaque point d'étape, peut-être qu'il va falloir rectifier. C'est un peu comme un alpiniste qui cherche à gravir l'Everest. Il arrive au camp de base numéro 1, et puis il va au numéro 2, et puis il voit que les conditions climatiques sont pas les bonnes, il va attendre un peu. Il commence à faire le chemin, puis il s'aperçoit que là, il y a une coulée de neige et qu'on peut pas passer par là, qu'il va falloir rectifier le chemin et passer peut-être à côté. Finalement, c'est ni plus ni moins que ça, le parcours qui l'a mené jusqu'au basket qu'on veut jouer au jeu. Ok. Et justement, par rapport à ce projet commun, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes 8 joueuses professionnalisées? Très vite, en fait, nous, on a établi une liste, et puis après, on est rentré en contact avec les joueuses. Déjà, pour l'exprimer, au groupe France. Il faut savoir que le groupe France, il dépasse les 8 joueuses, parce que, déjà, on a beaucoup de compétitions dans l'été, que faire les compétitions seulement à 8, ça serait prendre des risques avec les joueuses, que l'équipe de France, c'est pas que l'équipe de France de 2024, l'équipe de France, elle se construit aussi pour 2025, 2026, pour une nouvelle Olympiade, et qu'il faut aussi constituer un réservoir. Et donc, à tout ce groupe France, environ une douzaine de joueuses, on leur a présenté le projet, et puis après, individuellement, on est allé voir celles qu'on avait sélectionnées pour avoir leur ressenti sur ce projet, et puis après, celles qui étaient prêtes effectivement à franchir le cap nous ont rejoints dans cette aventure. Mais il faut trouver effectivement les profils qui sont les plus intéressants pour ce projet-là, pour le projet olympique. Il faut trouver aussi une forme de complémentarité entre les joueuses. Vous pouvez pas avoir des joueuses qui sont toutes dans le même profil. Il faut que votre jeu il soit riche. Il faut créer de l'incertitude chez l'adversaire. Et si tout le monde sait précisément que vous avez exactement le même profil, ce sera facile de pouvoir présenter une opposition qui vous stopperait. Et donc c'est comme ça un peu qu'on a construit notre groupe. Mais il fallait un niveau de motivation de la joueuse très important, parce que finalement, vous passez d'une vie qui est, j'ai envie de dire, connue, le monde professionnel, j'ai mon salaire tous les mois, ça tombe comme ça, j'ai signé pour 2 ans, je sais quelles sont les compétitions, je sais comment on s'entraîne, c'est très habituel. Là, on leur a dit, on part un peu à l'aventure, parce que ça n'a jamais été fait. Jamais, il n'y a jamais eu ce mode de fonctionnement-là. Et donc, il fallait être prêt, effectivement, à franchir ce cap-là. Il fallait des gens qui soient extrêmement motivés en face de nous pour pouvoir rejoindre ce groupe. Et une fois que tu as eu ce groupe, donc tu as trouvé tes individualités, comment est-ce que tu as fait pour les amener à s'entraîner ensemble, à cohabiter? Parce que tu dis, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Comment est-ce que tu constitues une équipe à partir de ces individualités-là? Alors déjà, c'est des filles quand même qui se connaissent bien, parce qu'elles ont déjà fait plusieurs étés ensemble. Donc là-dessus, j'avais plutôt, j'ai envie de dire, quelques certitudes, ou au moins des convictions sur le fait que... Mais après, dans des règles que vous allez instituer, c'est pareil, ça se fait quand même sur des choses qui sont partagées, et des choses qui sont réévaluées. Vivre 24 heures sur 24 ensemble, ça n'a rien, comme on pourrait penser, d'évident. Il faut des gens quand même qui sont un peu costauds psychologiquement pour pouvoir vivre cette aventure. Et puis après, il faut réévaluer les règles qu'on s'est imposées régulièrement pour savoir si c'est les bonnes. Par exemple, nous, on s'est donné la possibilité de se dire, ce soir, je prends un joker, je mange pas avec vous, je veux pas vous voir. Je le dis de façon un peu triviale, mais c'est de dire, on va manger tous les petits déjeuners, tous les déjeuners, tous les dîners ensemble sur 6 jours, que vous multipliez par je sais plus combien de camps, je crois 22 ou 23. Oui. Il y a beaucoup de repas ensemble, plus les temps d'entraînement. En chambrée, elles sont aussi ensemble, les filles. Bref, il y a des moments où il faut avoir un peu de respiration. Donc en
fait, on s'est institué une règle où on dit qu'on a le droit à un certain nombre de jokers. Il suffit juste d'avertir en disant, je prends mon joker, je mange pas avec vous ce soir. J'ai des amis, finalement, qui sont au passage, je vais aller manger avec eux. Ok, cool, ça se fait. Voilà. Et c'est valable pour les joueuses, c'est valable aussi pour le staff. Mais ça se re-questionne. Parce que la finalité de ça, c'est pas simplement d'être bien. C'est je suis bien pour la performance. Le guide, il est tout le temps là, c'est la performance. C'est pas fait, c'est fait dans ce but-là. C'est fait pour pouvoir me décharger un petit peu, à un moment, prendre un bol d'air, pour pouvoir replonger après, j'ai envie de dire en eau profonde dans le dur. Pas prendre ça pour argent comptant, parce que peut-être qu'on peut aussi se tromper et refaire machine arrière. Mais voilà. Et je crois beaucoup aussi à la valeur d'exemple. Alors que ça, c'est quelque chose et ça, il faut en parler. Quand vous avez la chance d'être dans des projets comme ça, quand vous avez la chance d'être en équipe de France, l'exemplarité, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Et on peut se laisser des fois un peu endormir par tout ce qui est mis en place pour pouvoir justement être concentré sur le sportif. Quand vous avez des kinés à disposition H24, quand vous avez de la récup, quand vous avez des entraîneurs individuels, quand vous faites de la vidéo, quand il y a des gens qui s'occupent de votre com, quand il y a des gens qui s'occupent de votre partenariat, enfin tout tourne autour de vous, on peut se laisser un moment un peu endormir par tout ça. Et c'est important que tous, on puisse se rappeler à l'ordre. J'insiste sur le tous. On aurait tendance à dire que c'est que le staff vers les joueuses, mais les joueuses aussi devraient à un moment pouvoir challenger le staff en disant « Tu t'es pas un peu endormi, toi ?» Le truc ultime, je t'avoue que je l'ai rarement rencontré, mais le truc ultime, il serait un peu là. Qu'on soit toujours dans cet état de vigilance, tous, et qu'on se renvoie tous cet exemple-là qui est important entre nous, mais aussi à l'extérieur de l'équipe de France. Donc, sachant que c'est une nouvelle discipline, tu as dû toi aussi créer un staff. Comment est-ce que tu t'y es pris? Comment est-ce que tu as choisi les différents acteurs, les différentes personnalités que tu as intégrées dedans? Il y a plusieurs qualités qui viennent, j'ai envie de dire, se superposer. Il faut avoir une forme de feeling avec les gens avec qui vous bossez. Enfin, moi, je ne crois pas on génère pas de la performance avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Donc, il y a ce feeling-là, ce ressenti. Il faut qu'il y ait des qualités communes. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est de curieux. J'aime qu'on arrive parfois à se re-questionner sur tous les éléments qui peuvent constituer l'entraînement. Je trouve ça passionnant, je trouve que c'est une aventure, et donc j'ai cherché des gens qui étaient plutôt dans cet aspect-là, mais j'ai aussi cherché des gens qui étaient complémentaires, qui avaient peut-être des qualités aussi des fois différentes des miennes, et puis il faut avoir quelqu'un qui soit habité, j'ai envie de dire, par ce projet des jeux, quoi. Parce que c'est le projet d'une vie, et on est très peu à pouvoir faire ça, à pouvoir avoir la chance de participer au jeu. Et si on a quelqu'un qui à un moment traite de la patte en disant attends, moi je peux pas travailler là, tu comprends. Et pourtant c'est dur, parce que je veux dire ça a de nombreuses implications. L'implication qu'on peut avoir par exemple en famille. Vous avez intérêt à avoir des gens dans votre famille qui sont extrêmement compréhensifs. Sinon ça se fait pas. Moi je pourrais pas le faire si j'ai ma femme et mes enfants qui comprenaient pas le délire dans lequel je suis. C'est une béquille, voilà. Et ça c'est quelque chose d'important, et c'est valable aussi pour les membres de mon staff, d'avoir des gens qui soient compréhensifs par rapport à ça et qui comprennent les sacrifices que l'on doit faire. Ok, super. Et quand tu as créé ton staff, quel type de personne t'as mis dedans? On pose la question différemment. Est-ce que tu es allé chercher un médecin, 10 kinés, 3 prépa, un préparateur mental ou pas? Qui est-ce que tu as intégré? Quelle fonction ont ces personnes-là? Aujourd'hui, je pense que dans le sport de très haut niveau, t'es obligé d'avoir des spécialistes. C'est indispensable, des gens qui sont extrêmement pointus et qui sont plus compétents que moi dans ces domaines-là. Le préparateur physique de l'équipe de France, il a un niveau dans la préparation physique que je suis loin d'avoir. Par contre, il faut quand même que je sois capable de comprendre ce qu'il dit. Donc finalement, moi, mon job, c'est d'être un généraliste qui va mettre de l'huile dans les rouages et qui fait en sorte que
tout ça, ça puisse bien fonctionner. Une sorte de chef d'orchestre, je suis incapable de jouer de la trompette, encore moins du piano. Et par contre, faire jouer la trompette en même temps que le piano, ou un moment la trompette et après le piano, et leur dire ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est mon job. Et donc à partir de là, une fois qu'on a ça en tête, aujourd'hui l'aspect médical c'est quelque chose qui est primordial, parce que c'est aussi la vision que j'ai. Je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les athlètes, que ça soit sur la santé physique ou la santé mentale, et que c'est compatible avec la haute performance. Et pour moi, le médecin, la kiné, c'est des garde-fous. C'est des gens aussi qui vont permettre à l'athlète de surmonter ces moments où il y a la gêne, il y a la douleur, il y a le déséquilibre. Voilà, donc on a un médecin, une ou deux kinés. Ça dépend du nombre de personnes qu'on a en tant que joueuse. Voilà. On a un préparateur physique qui lui l'objectif c'est vraiment l'optimisation, j'ai envie de dire du corps. J'ai un assistant qui est quasiment un entraîneur à plein temps. Il est souvent plus souvent sur le terrain que moi. Et moi je suis un petit peu en recul. Je vois comment tout ça prend forme. On a un analyste du jeu. J'aime bien ce terme d'analyste du jeu parce que avant on appelait ça assistant vidéo. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. La vidéo est un outil, mais il faut que lui soit capable de nous donner un peu la quintessence de l'adversaire. Où est-ce que l'adversaire est bon, où est-ce que l'adversaire est aussi plus en difficulté, qu'il soit capable aussi d'avoir un regard sur nous, qu'il soit capable d'aller dépioter des statistiques, d'aller créer aussi peut-être, j'ai envie de dire, d'aller chercher des chiffres ou de créer justement peut-être des analyses qu'on n'aurait pas. On lui a aussi confié la mission du suivi du développement individuel. Et c'est important qu'on ait une personne qui coordonne ça parce que on a des athlètes, vu qu'elles ont aussi un travail solo à faire, qui des fois, on va avoir des accompagnateurs, un entraîneur personnel technique, un préparateur physique, et il faut qu'il y ait des gens qui coordonnent tout ça. Parce que quand vous êtes accompagnateur d'un athlète, votre objectif, c'est la performance individuelle. C'est logique, vous êtes payé pour ça. Si moi, si tu viens me demander de t'entraîner toi, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que tu fasses individuellement des bons matchs, bien sûr. Sauf que moi, c'est pas ma priorité. Moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, ma priorité, c'est le collectif. Donc, le développement de l'individu, il n'a de sens qu'au travers de la performance collective. Et donc, l'objectif de notre responsable du développement individuel, c'est bien de toujours remettre un peu l'église au centre du village et de rappeler ça. De dire, attention, il peut y avoir de l'accompagnement technique individuel, mais au sujet de la performance collective. Pareil pour préparateur physique, si vous voulez, un préparateur physique individuel. Et puis ça fait déjà pas mal de monde. Et puis après, sur les compétitions, on peut avoir un chargé de com. Sur les grandes compétitions aussi, on peut avoir un intendant. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ça, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui vous déchargent un poids mental. On a du mal, des fois, à se rendre compte de ça quand on est derrière sa télévision, parce qu'on voit les joueurs évoluer sur le terrain. Mais tous ces petits à côté de travail de logistique, régler le départ du bus, s'assurer que, je dis n'importe quoi, mais s'assurer que dans le bus, il y a suffisamment de place pour mettre les valises, par exemple. Parce qu'on a déjà connu ce genre de déconvenus où vous faites 3 heures de bus et vous vous retrouvez avec littéralement votre valise sur les genoux. Dans un bus où vous avez des basketteuses et des basketteurs qui sont de grande taille et finalement qui vont avoir les genoux à côté des oreilles parce que l'écartement entre les deux sièges est trop petit. Bah ça, mon attendant, il le règle. Il le règle entièrement. Il a cette expérience-là. Il va régler aussi les problèmes d'équipement, parce que ça aussi, on se rend pas compte, mais quand les joueuses s'entraînent 2 ou 3 fois dans la journée, il faut en faire des machines. Ouais. Et si c'est pour le lendemain remettre des fringues sales dans lesquelles vous avez sué comme pas possible, bon, en fait, quand on met bout à bout tous ces petits désagréments, ça prend la tête et on peut difficilement être concentré sur la performance. En fait, toutes ces personnes-là sont faites pour ça. Ça diminue la charge mentale du joueur et du staff. Et du staff.
et du staff. Ouais. Pour le joueur, c'est moins de charge mentale, et puis pour le staff aussi. Il m'arrive parfois de faire des compétitions où je suis bien moins staffé, et je vois la différence immédiatement. Je suis en train de courir pour voir les relations avec la fédération internationale, pour être sûr que on a pu faire les collations comme il fallait, qu'il fallait aller au supermarché récupérer des barres de céréales, de la boisson énergétique ou quoi autre. C'est voilà, ou qu'il fallait gérer un colis qui arrivait de la fédé avec du strap. Ouais. Des trucs qui vous prennent la tête. Et en fait, comme vous êtes coach, vous voulez être focus sur la performance, le sportif et le management. C'est le management des choses, le management de votre staff, et pas sur tous ces à côté qui chargent. Tout à l'heure, tu parlais de ton rôle de coach, que tu assimiles, j'ai l'impression, beaucoup plus à un manager qu'à un entraîneur. Est-ce que c'est une idée que je me fais, ou c'est le cas Non, je pense que c'est l'évolution aussi du sport de haute perf. Ouais. Qu'à un moment, le schéma ancestral de l'entraîneur avec les baskets, le jogging, H24 sur le terrain, il a bien évolué. Il faut impérativement des entraîneurs, il faut des spécialistes. Et puis quand vous avez un staff avec autant de spécialistes, il faut plutôt quelqu'un qui va gérer cet ensemble. C'est primordial parce que la gestion des joueurs et des joueuses, et puis la gestion du staff. Et il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. J'adore intervenir sur le terrain, mais je le fais moins qu'avant. Et ça me permet effectivement de lever un peu, de sortir la tête du guidon, et d'essayer de voir les choses dans leur ensemble, et l'interconnexion qu'il peut avoir avec tout, et d'essayer, moi, d'arriver avec mon tournevis, de mettre un petit coup de tournevis à droite, un petit coup de tournevis à gauche, pour que toute cette machine complexe fonctionne bien. Ton rôle, c'est vraiment le manager de la performance. C'est un terme qu'on entend régulièrement. Alors c'est un terme des fois qui est utilisé autrement dans les fédérations. J'ai pas ce titre-là de manager de la performance, mais c'est un peu ça quand même. J'ai envie de dire dans mon quotidien, c'est manager la performance de l'équipe de France féminine de basket 3-3. Ok. Donc le rôle de ton assistant, finalement, c'est le rôle d'entraîneur ancestral, si on peut le dire. Un peu, ouais. Et toi, tu viens en chef d'orchestre diriger toute l'équipe. C'est un petit peu ça, en sachant que même si chacun des membres du staff va avoir sa spécialité, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. En dessous, ils ont beaucoup de compétences transverses. Capter des fois un signal faible. Je peux le faire, mais des fois c'est mon préparateur physique qui va me voir et me dire c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans son assiette, parce qu'il aura remarqué un comportement, elle aura les épaules basses, elle arrive la tête dans la capuche, le regard un peu sombre, et je l'aurais peut-être aperçu. Donc ça, c'est des compétences qu'il faut qu'on ait, qui sont transverses, et que tout le monde doit avoir ce niveau un petit peu peut-être de vigilance. C'est comme j'insiste beaucoup pour que mon préparateur physique ait aussi une vision sur le projet de jeu. Or, c'est pas sa compétence au basket. Sauf que s'il comprend pas le projet de jeu, la façon dont on veut jouer, il peut pas les préparer physiquement pour ça. Okay. Or, on va être dans quelque chose qui est relativement fin. Si on est une équipe qui est très agressive, qui met beaucoup de mouvements, ça a une répercussion sur la préparation physique. Bien sûr. Et donc, il faut avoir cette transversalité nécessaire avec, au-dessus de ça, une spécialisation. J'ai l'impression que la communication, c'est un peu la clé de ta façon de travailler. Fondamental. Ouais, je pense que, en fait, on s'aperçoit que quand ça commence à dérailler, c'est qu'il y a eu un manque dans la communication. C'est pas simple parce qu'il faut pas être non plus omniscient, omnipotent, je suis partout, je fais que tchatcher. La communication, c'est beaucoup plus large que ça. La communication, c'est l'observation. La communication, c'est d'arriver, ce que je disais tout à l'heure, à capter ces signaux faibles. C'est parfois se taire, écouter ce que l'athlète a à dire. Je crois que quand j'étais plus jeune, moins expérimenté, j'ai souvent dit ça. Quand j'étais entraîneur de 5-5, je disais waouh, c'est pas possible, il n'y a pas de leader dans cette équipe. En fait, je prenais toute la place. Et d'autant plus là dans le basket 3-3, où le leadership il doit vraiment s'exprimer aussi sur le terrain, parce que l'entraîneur il n'est pas là, il est en tribune. Et la communication, c'est ça aussi, je pense.
C'est quelque chose qui va au-delà de quelque chose qui est descendant par la parole. Ça peut être aussi votre attitude. C'est être un energizer, c'est aussi débarquer à l'entraînement, le sourire. On m'a toujours dit ça et je trouve que cette phrase elle reste gravée. C'est entraîner, c'est être entraînant. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Et ça aussi, c'est de la com. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est cool. J'aime beaucoup la formule. Et justement, tu parlais de leadership. Est-ce que c'est toi qui as défini le leader dans ton groupe féminin ou est-ce qu'il s'est imposé seul? Elle s'est imposée seule dans ce cas-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dirigé? Comment est-ce que ça s'est passé la mise en place de ce leadership? Est-ce qu'il est changeant, peut-être? En fait, alors, il y a plusieurs choses. C'est je suis pas très adepte de la règle enfermante. Ouais. C'est très rassurant d'arriver à mettre plein de règles pour essayer de prévoir toutes les situations en disant s'il y a ça, il y a telle règle qui y répond. Et en fait, ça c'est assez enfermant parce que la performance, par essence, c'est quelque chose qui est complexe. Arriver à tout prévoir, ça n'est tout simplement pas possible. Je suis plus attaché à des principes. Et dans ce cadre-là, je veux pas définir un leader en disant toi, c'est toi le leader. C'est toi le leader et parce que en faisant ça, finalement, vous pouvez aussi empêcher les autres quelque part de s'exprimer. On va dire c'est pas ma place. C'est pas moi qui suis le leader technique. C'est elle. Elle a été désignée par le coach. Je me rappelle parce que j'avais discuté avec un joueur, j'avais fait une petite analyse de ce qui se passait sur les temps morts. Et un joueur qui était plutôt le leader, ça n'avait pas été défini, mais c'était plutôt le leader, c'est souvent la personne qui prenait la parole, le leader technique. Un jour, il commence à s'exprimer, et puis t'as un joueur qui ne parle jamais pendant le temps mort, qui à ce moment-là s'exprime. Et il le dit avec conviction. Et là, le leader de base fait un pas de recul, il écoute. Et je pense qu'il a l'intelligence de dire, putain, en fait, ce qu'il est en train de raconter, c'est particulièrement juste. J'ai tout intérêt à me taire. Je pense qu'on aurait mis une règle, jamais ce joueur-là, il serait exprimé. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'aime beaucoup plus accompagner les joueuses, tu vois, sur l'expression, la communication, sur les vigilances, les points de vigilance qu'il faut avoir, trop d'informations, plus d'informations, la pertinence, la redondance. Est-ce que l'erreur qui a été faite là, elle est apparue une fois, auquel cas c'est pas grave, et donc ça sert à rien d'en faire un sujet, parce que c'est quelque chose qui est apparu plusieurs fois. Et là, ça veut dire qu'il y a redondance. Il faut peut-être s'exprimer. On pense au maintenant, tu vois, parce qu'il y a que sur le maintenant qu'on peut agir. Donc c'est toutes ces choses-là où on essaie effectivement de les accompagner, de leur donner effectivement les bons conseils. Et puis après, c'est vrai que nous, dans le staff, souvent, on s'interroge en disant, voilà, elle, c'est plutôt, d'accord? Et les gens sont aussi complexes, ils sont jamais, c'est jamais un 1 ou un 0, une personne. C'est des nuances. Et donc, elle est plutôt leader technique, elle est plutôt leader de vestiaire, elle est plutôt leader social. Et c'est intéressant d'avoir ça, en sachant qu'il faut aussi toujours remettre ça un petit peu en question, parce que les choses peuvent évoluer, que le contexte évolue. J'ai toujours été un peu partagé, tu sais, sur des questionnaires psycho. Ouais. Un questionnaire psycho, puis à la fin de ce questionnaire psycho, on te donne une vérité. On te dit, voilà, tu es ça. Tu es quelqu'un narcissique, machin. Et en fait, je me dis, en fait, c'est peut-être vrai, mais juste au moment où la personne a rempli ça, demain tu me revois, je sais pas, j'ai super bien dormi, tu vois, j'ai passé un moment agréable parce que j'ai vu un pote, j'ai peut-être pas répondu la même chose, tu vois. Donc, j'aime bien cette idée quand même de réévaluer les gens régulièrement, même s'ils ont des forces. Il y a beaucoup cette notion de force, d'abord les forces, avant de toujours dire, ouais, il y a des faiblesses. D'abord les forces, et que ça bouge quand même un peu. Donc, tu parlais de communication, justement, entre tes athlètes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu leur apprends en leur donnant des cours de communication, hein, j'exagère, ou c'est vraiment sur le bord du terrain où tu les incites à communiquer, à se parler, etc. Alors, je l'ai fait par le passé, tu vois, un peu de façon un peu professorale. La communication, c'est ça. Et aujourd'hui,
chemin faisant. J'aime bien ce terme-là, tu vois. Chemin faisant. Je vais te donner effectivement un conseil. Je vais voir aussi comment tu l'absorbes. Je vais voir ce que t'en fais. Je vais voir si ça colle à ta personnalité. Et puis après, on régule. Voilà. C'est vraiment ce jeu-là. De dire, ben ouais, t'es là, et puis t'as des mécaniques de très haute précision, mais elles sont pas toutes les mêmes. Tu vois, tu as toutes ces horloges qui sont en face de toi, puis là, c'est une telle horloge qui a pas le même mécanisme que celle d'à côté. Donc forcément, l'action que je vais avoir dessus, elle est différente. Bah là, c'est un boulon qu'il faut resserrer. Là, c'est un écrou qu'il faut peut-être justement, lui, desserrer. Et c'est pas les mêmes choses. Donc, il faut vraiment très très bien connaître son athlète. Et il faut aussi, paradoxalement, enfin, on n'y pense pas souvent, il faut soit se connaître très très bien. Connaître ses forces, toujours. Connaître aussi ses faiblesses, on en a tous. Et il faut pas avoir l'ambition, parce que je pense que c'est pas vrai de dire, non, mes faiblesses, tu vois, dans 2 mois, c'est réglé, quoi. Ça marche pas comme ça. Il faut avoir des stratégies pour pouvoir les gérer. Ses faiblesses, des stratégies pour pouvoir retrouver un état où tu vas pouvoir reprojeter tes forces. Et c'est important. Puis après, des fois, dire, bah, moi, je sais pas faire, mais je connais quelqu'un qui sait faire. Ouais. Et je vais l'envoyer lui. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à te connaître? Ouais, t'as forcément l'introspection. Et la toute première, que je pense que tous les coachs connaissent, c'est la défaite. L'échec. C'est tellement formateur. Alors, c'est des moments, c'est très très bizarre de dire ça, c'est des moments qui sont un peu dark, où tu remets tout en cause. Alors ça va dépendre des personnes, mais en tout cas chez moi c'était ça. Enfin, je veux dire, quand j'étais jeune entraîneur, je perdais, j'étais au fond de la gamelle, hein. J'étais à la cave et j'étais encore en train de creuser. Et quelque part, ça m'a aussi énormément aidé parce que tu remets les choses en cause et tu te dis, mais là, le truc, je trouve ça trop simple de dire c'est de la faute du joueur ou de la joueuse. C'est trop simple de dire c'est de la faute de l'arbitre. C'est trop simple de dire j'ai pas eu de chance. Avant de tout ça, et tant bien même ça serait en partie vrai. En partie vrai que l'arbitre il n'a pas été bon. Mais en partie, c'est jamais exclusif. Donc il y a forcément une partie aussi qui t'incombe à toi. Et celle-là, t'as certainement un contrôle dessus. Donc, observe-la, analyse-la, et comment tu peux agrandir, tu vois, au travers de ça. Et puis après, avec le temps, tu le fais avec un peu plus de sérénité. Et tu fais toujours ça. Et l'étape d'après, je crois, c'est d'arriver à, et ça c'est beaucoup plus dur, ça. C'est d'arriver aussi à faire cette analyse-là, cette introspection sur la victoire aussi. Tu vois, parce que je vais te donner une anecdote. En 2022, on est champion du monde. Et en fait, on est sur le démarrage d'un cycle. On est convaincu de ce qu'on veut faire dans le basket, mais on a énormément de mal à se jauger sur la scène internationale et savoir à quel niveau de performance en termes de résultats on peut escompter. En quart de finale, on joue contre l'Espagne, on fait un match moyen, mais on arrive à le gagner en prolongation, et tout de suite après ce match-là, je me dis, putain, il faudrait vraiment qu'on arrive à réanalyser ce match-là comme si on l'avait perdu. Sauf que derrière, on joue en demi-finale contre la Chine, on gagne. On joue contre les Canadiens en finale, on gagne, on est champion du monde, et puis là, t'es dans les, tu vois, t'es un peu porté par cette victoire, et tu oublies ce quart de finale qui a été quand même pénible, tu vois. Et je pense que, là, dans le travail que j'ai, notamment moi, à faire, c'est arriver à faire continuer cette introspection-là dans la victoire. Et puis un truc qui est hyper important, c'est aussi, aujourd'hui, il faut accepter d'être accompagné. D'avoir quelqu'un qui puisse avoir avec des compétences, et qui peut t'accompagner et arriver avec toi au travers du questionnement, tu vas creuser pour savoir qui tu es vraiment. Et une fois que tu te connais bien, forcément, je pense que tu en sens bonifié, tu vois. Peut-être arrives plus à mettre en avant tes forces, à peut-être gérer un peu ses faiblesses. Mais je crois que ces 3 trucs-là, défaite, victoire, accompagnement. T'as le trident du mieux se connaître. Tout à l'heure, tu parlais d'échecs et de défaites. Est-ce que une défaite, c'est forcément un échec?
Et est-ce qu'un échec, c'est forcément une défaite? Alors, non. Euh, des fois, tu peux... Moi, je pense que c'est toujours compliqué parce que tout va te ramener au contraire. Mais tu peux très bien, effectivement, si tu es en phase avec le projet, l'ambition que tu avais sur le jeu que tu voulais déployer et que tu perds, parce que tout simplement, tu avais plus fort que toi, par exemple, en face, tu devrais pouvoir quand même sortir de cette épreuve avec un vrai niveau de satisfaction. À l'inverse, il y a des victoires qui sont pas glorieuses. Tu vois, tu dis, j'ai joué un mauvais basket, on n'a pas été en phase. Okay. Le fameux quart final. Par exemple. Sauf que après le résultat, tout le monde te parle de résultat, quoi. Ouais. Je trouve que c'est réducteur. C'est très réducteur dans le sport de haut niveau et c'est dû à la médiatisation et finalement t'as tout un tas de filtres. Quand les gens regardent leur télé, ils ne peuvent voir que ce qu'il y a sur l'écran. Et tous les à côté, tous les détails, le contexte, l'histoire, tout ça, ils ne l'ont pas. Et tout de suite, tu es soumis au jugement. T'as gagné, t'es champion du monde, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Tu perds, c'est une sombre merde, quoi. Ouais. Or, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Mais après, c'est souvent très réducteur sur ce genre de choses. Je commence peut-être à, tu vois, à mieux le saisir, mais la presse, les médias, il faut arriver à se dire que leur job, c'est de vendre des images, c'est de vendre du papier, c'est ça finalement réellement leur job. Je pense pas qu'ils racontent, tu vois, des salades comme une forme d'éthique journalistique. Et la façon dont tu vas le raconter, même si c'est la vérité, tu vas raconter qu'une partie de la vérité, peut-être pas toute la vérité. Voilà, tu vas prendre un angle, et pas tous les angles, parce que c'est un peu plus longueur, tu vois. Et bon, ça, tu l'apprends aussi en vivant. Et voilà, ça m'est arrivé ça m'avait vraiment pris au bide, mais tu vois, d'avoir un article qui sort dans un grand média, et putain, j'étais tellement pas en phase avec ce qui se racontait, quoi. J'ai l'impression que tout était exagéré et que on racontait pas tout ce qu'il y avait. C'est comme dire, je sais pas, tu invites des amis dans ta nouvelle maison et tu vois, t'as mis tout ton cœur. C'est toi qui l'as bâti de tes propres mains et t'as fait un super salon, une super chambre à coucher, tu vois, un super garage, une super piscine, mais t'as merdé un peu ta cuisine. Mais t'as fait quand même plein d'autres trucs vachement bien, tu vois. Et là, tout le long de la soirée, tes amis te disent, putain, ta cuisine, c'est vraiment merdique. Hein. Tu prends ça toute la soirée, là, tu dis, attendez, il y a plus que ça quand même. Voilà, et parfois, c'est le traitement. Alors, il faut le savoir, il faut arriver un peu à se blinder, et puis aussi, maintenant, il y a aussi d'autres phénomènes, les réseaux sociaux, avec plus t'as de médiatisation, plus tu vas avoir de gens qui vont effectivement aimer ce qu'on propose, mais de l'autre côté, tu vas avoir forcément plus de haters. Avec des gens qui racontent absolument n'importe quoi et je te confirme et qui se semblent exister, tu vois, au travers d'un commentaire Instagram. Exactement. Ouais, tu vois. Je suis pas fou. Et ça, il faut apprendre aussi un peu à s'en préserver. Il faut relativiser les gens qui te portent tout en haut, et il faut bien sûr relativiser les gens qui essayent de t'enfoncer pour diverses raisons. Voilà, c'est pas la vraie vie. Est-ce que ça peut t'arriver d'utiliser justement la presse ou les réseaux sociaux pour rebooster certaines athlètes? C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un athlète un peu rebelle, tu peux lui mettre un article, une publication, etc., qui critique un peu son jeu pour essayer de la motiver. Nesta faisait ça avec ses joueurs. Je le fais pas. J'aime pas trop ça. Je trouve que c'est un peu, tu sais, c'est un peu tricky, un peu. Tu joues un peu avec le truc, tu vois. À un moment, si je dois booster avec un coup d'orgueil un joueur ou une joueuse, je pense que je le ferai en face à face. Je le ferai en face à face. Je n'ai pas envie de me servir d'un outil comme la presse parce que ça peut être blessant et parce que vous mettez sur la place publique quelque part. Et vous savez pas ce que les gens vont faire. Vous savez pas comment la famille de la personne va le vivre.
Et à un moment, je pense que ça se passe effectivement entre l'entraîneur et l'entraîné. Ça n'a pas vocation à sortir ailleurs que ça. Donc, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais je ne me vois pas en tout cas aujourd'hui le faire. Ok, super. Alors, tu sais qu'on était un peu limité par le temps. Est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais aborder? Partager. Avant les questions de la fin. Écoute, tu me prends un peu de cours. Moi, je suis passionné par la relation humaine. Ouais. Je trouve que c'est finalement c'est ça qui booste la performance. Et le truc, ça va faire un peu angélique ce que je vais dire, mais c'est une pensée qui est sincère chez moi. Ce que je préfère dans ce métier-là, c'est pas forcément le moment de la médaille. Le moment de la médaille, en fait, on est dans un moment qui est une extase anormale. Tu montes à des niveaux puis ça c'est très très court. On est champion du monde. Quand on est champion du monde en 2022, je crois que j'ai, je sais pas, quelques secondes, 10 secondes. Tu es dans un nirvana, tu flottes, tu comprends pas ce qui se passe. T'as 3 ou 4 heures de plénitude, et après tu te dis juste, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois? L'après, tu as une espèce de, c'est marrant, mais une espèce de dépression, d'ailleurs une grosse perf. Et c'est finalement avec du recul, ce que je préfère, moi, c'est ces moments dans l'entraînement où tu sais, tu dis rien, t'es un peu en recul et tu regardes le truc passer et tu te dis putain, oh, c'est extraordinaire comme elle a avancé ou comme l'équipe fonctionne bien. C'est ces moments-là, tu vois, qui sont des moments plus stables, plus réguliers, un peu plus vrais. Et t'es tout seul, hein, t'es comme ça, t'es dans le coin du terrain, du gymnase, tu dis, wow, c'est top, là, ça tourne bien. Et je trouve que pour un entraîneur, c'est ça qui est plus kiffant. C'est ça un peu le bonheur, tu vois. Ouais. Le truc un peu stable. Ok. Voilà. C'est une belle vision. Cool. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon entraîneur? Qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Un bon entraîneur, je pense que c'est un passionné. Dans la passion, c'est quelqu'un qui va être vraiment curieux, tu vois. Ça demande un tel niveau de performance que je crois que c'est indispensable. La curiosité fait partie du truc pour pouvoir continuer à se développer. Ça avance tellement vite. Tu sais, souvent on parle un peu du prime, le prime de l'athlète, mais aussi le prime des fois un peu du coach. Et ceux qui arrivent à durer, ce sont ceux qui sont les plus curieux. Parce que sinon tu peux atteindre ton pic, 1 an, 2 ans de performance, puis après, le train il continue à avancer, et toi t'as oublié de courir à côté du train pour essayer de monter dedans. Ça, c'est la curiosité, quoi. Sinon, le train il passe devant, et puis tu l'auras vu qu'une fois. J'aime beaucoup tes images. Et comme tu parles de curiosité, justement, tu parles d'aller chercher quel type d'information? Tout, partout. En fait, tu vois, je me suis aussi questionné sur les moments de création et tout ça, et aujourd'hui, parce que je me connais un petit peu mieux, je suis vraiment pas bon tout seul. Tu me fous là, dans cette pièce, là, vous partez tous les deux, vous mettez une feuille blanche, et vas-y. Essaie d'être bon entraîneur. Je suis pas capable. J'ai besoin vraiment de l'autre. Alors l'autre dans les discussions, tu vois, informelles qu'on peut avoir avec d'autres entraîneurs, mais même d'autres disciplines. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec certains entraîneurs. Et en fait, il y a un truc, tu vois, qui va résonner chez moi. Je vais rebondir dessus. Cette personne-là va rebondir dessus. Et là, il y a une idée qui se crée. Et ça peut être l'autre aussi au travers des bouquins, tu vois, genre les bibliothèques. Et se poser devant des fois un bouquin, un documentaire. Avoir ce sens critique aussi quand t'es devant Internet, parce qu'il y a des tas de choses à aller chercher sur Internet. T'as à boire, t'as à manger. Les podcasts, j'adore les podcasts. Je trouve ça formidable. Comme Avant, on était sur un flux continu à la radio. Tu vois, il fallait être là à la bonne heure pour pouvoir choper. Et puis là, c'est tellement, dans le monde du sport, tu peux tellement choper des trucs. Et puis tu peux dépasser le monde du sport, le monde de l'entreprise. Et puis d'avoir aussi cette humilité de te dire que l'idée elle peut être partout, quoi. Tu peux avoir un petit entraîneur de Lyon qui va implanter un exercice, tu te dis, ça c'est vraiment bien, quoi, ce qu'il est en train de faire. Et ça, voilà, si t'as cette curiosité, que t'es en état un petit peu de veille, mais c'est pas de la veille pesante, tu vois, c'est de la veille qui te met en appétit, si tu tombes sur un truc, et là tu dis, oh, c'est génial, et puis tu commences à te dire, mais c'est succulent, tu vois, le truc. Et ça, ça, je trouve ça très très cool, et moi j'ai besoin des autres, tout ça je peux pas y arriver, vraiment c'est ce que je veux.
Quelle formation tu conseillerais à un entraîneur? Quelle formation je conseillerais à l'entraîneur? Bon, après, c'est vrai, toutes les formations de base, dans le bon sens du terme, hein, que peuvent être des brevets professionnels, des diplômes d'État. J'ai un regard sur le STAPS particulier, parce que j'ai été un sacré cancre en STAPS. Quand je me suis retrouvé en STAPS, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire prof de PS. Et puis j'étais plongé face à cette espèce de truc un peu... Là, j'ai fait de l'informatique en STAPS, je me demandais ce que je foutais dans un écran avec un point blanc qui me disait créer une équation du second degré dans la programmation. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va foutre dans le sport, ça? Tu vois, donc j'ai vraiment, par rapport au STAPS, j'ai un regard particulier, même si je pense aujourd'hui, pour en côtoyer beaucoup, que ce sont souvent de bons théoriciens, mais qui ont besoin d'être plongés dans la pratique pour se bonifier. Mais vraiment, la théorie, c'est des gens qui sont costauds. À contrario, les gens qui sont que dans l'expérience, eux, des fois, ils vont manquer de base théorique. J'ai envie de te dire que quelque part, c'est d'aller butiner un peu à droite et à gauche, mais aussi plonger à 150%. Est-ce qu'il y a une formation d'excellence? Non, je crois que c'est fait de parcours où tu vas avoir des expériences en termes de formations diverses, tu vois. Moi, j'ai passé donc le BE1, j'ai eu un petit parcours en STAPS que j'ai foiré, j'ai passé un BE2, où là, sur le BE2, t'étais à peine accompagné, on te dit, bah, les sujets, ça peut être ce type de choses-là, tu te démerdes, tu vois. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai dû aller chercher les gens à droite et à gauche, évidemment, je me suis formé aussi au contact de ces personnes-là. Par contre, l'idée d'avoir une formation tout au long de sa vie, ça, j'y crois. Ça, je pense sincèrement que si demain, tu vois, j'avais des collaborateurs et que j'ai quelqu'un qui soit pas très loin de la retraite, tu vois, qui a, je sais pas, 60 balais, et qui, je sais qu'il va reprendre sa retraite à 64 ans, qui me dit, tiens, Yann, j'ai envie de faire une formation, je lui dis, mais vas-y, feu. Parce que je suis convaincu que les 3-4 ans que tu vas encore faire, ils vont être tellement mieux parce que t'auras été réanimé, du truc, tu vois, t'auras repris un coup de flamme. Donc, la formation, c'est jamais un truc de perdu. Et si je peux me permettre un conseil aux gens qui vont décider, oui ou non, je peux faire une formation, allez-y, poussez vos collaborateurs à se former et vous-même formez-vous. Quel est ton plus grand échec en tant qu'entraîneur? Ce que tu as ressenti comme ton plus grand échec? Plus gros échec, je suis à la tête de l'équipe de France moins de 23 féminine. Je vais en citer deux alors. Je suis à la tête de l'équipe de France féminine de moins de 23 ans et on fait une saison où on marche sur l'eau, on gagne les Jeux méditerranéens, on remporte la compétition majeure des moins de 23 ans qui est la Nations League, et puis on se présente à la Coupe du Monde en étant ultra favori. On gagne nos 2 premiers matchs, je crois assez facilement, et puis on se retrouve sur le 2e jour de compétition à jouer Argentine et Japon. Je joue l'Argentine, c'est poussif, et on perd sur un tir au buzzer, paf. Bon, il nous reste à jouer le Japon, encore toutes les cartes en main, on bat le Japon, et puis c'est bon, on passe, quoi. Même scénario. Et on se fait torcher par le Japon de la même manière, tir au buzzer et tout ça. Et là, je me dis, bercé par la victoire, tu vois, pas s'apercevoir des petits signaux qui fait qu'on était en train de dérailler. Ce manque d'humilité aussi de se présenter, tu te dis, face à l'Argentine au Japon. On va les battre, on est la France. Et l'humilité, elle est nécessaire, tu vois. Et ça a été un gros échec qui m'a, je pense, fait avancer. Et je l'ai retrouvé un petit peu là sur le championnat d'Europe. Donc en 2022, on est champion du monde, champion d'Europe, et on fait médaille d'argent à la Women's Series. Et je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de se dire ouais, c'est quoi le next step, et le truc d'après. Tu vois, on est convaincu qu'il faut continuer à avancer malgré les titres, mais on se trompe. On se dit tiens, les adversaires, il faut qu'on arrive à mieux les connaître, on va mieux les scouter, on va mieux les observer. Et ce qu'on a fait, et on sortait des tas de critères, ils font ça et ça. On s'est dit aussi, tiens, on a des faiblesses, il faudrait qu'on bosse là-dessus. Et en fait, on s'est juste trompé de chemin. C'est-à-dire que quand on se présente à la Coupe d'Europe,
On a ralenti notre jeu parce que il fallait qu'on arrive à mieux lire les situations. En fait, lire le jeu, c'est de la vitesse. Il y a une forme de... Et nous, dans le nous, la vitesse, l'agressivité, la mobilité, ça nous caractérise vachement. Et en fait, on a mis ça de côté, en étant concentré sur nos faiblesses. On s'est assis dans un fauteuil, on a ouvert un bouquin, on a mis les lunettes, on a commencé à lire le paragraphe, et à la fin du paragraphe, on se dit, ah bah tiens, c'est quoi le bon choix? Ça va beaucoup trop vite. Et en fait, on a complètement oublié nos forces à ce moment-là, et là, à la Coupe d'Europe, on se fait sortir par le Portugal. Ouais. Un gros échec. Mais par contre, on a très très vite analysé ça, et ça je pense que c'est l'expérience du passé, on a très très vite analysé ça, on a pu se réorienter, et derrière on fait la médaille d'argent à la Women's Series à nouveau, donc on s'est relancé. Mais ouais, c'est 2 échecs qui sont aussi, je pense, terriblement instructifs. Ok. Est-ce que tu as un livre à conseiller? Moi j'aime bien... alors, il faut le prendre avec un peu de précaution, mais... alors il y en a deux. Il y en a un qui est un peu plus philosophique, mais j'aime beaucoup la vision, c'est Le Guerrier de la Lumière. Voilà, c'est vraiment de toutes petites histoires avec une éthique, une morale, une vision de la façon d'être. Je trouve que ça me parle beaucoup, en tout cas dans ce que j'essaye d'être comme entraîneur, comme citoyen, comme humain. Et puis il y a The Talent Code, que j'aime beaucoup aussi parce que j'aime cette approche qui est très pragmatique. Où en fait, le journaliste fait le tour du monde et puis il va dans ce qu'il appelle les viviers de talent. Et puis, alors ça peut être de la musique, ça peut être dans le sport. Et puis, il essaye de trouver les déterminants de la performance. Et pareil, c'est des tout petits paragraphes et puis il y a plein de bonnes idées à aller chercher. Faut prendre avec un peu de recul parce que forcément, la performance, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quelques ingrédients qu'on peut mettre dans la marmite de la performance qui peuvent être sympas. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vraiment on essaye de développer cette pratique, tu vois, du 3-3. Et en fait, il faut arriver un peu à franchir ce pas-là, et puis surtout de venir au 3-3 sans une forme d'a priori. Parfois, on est confronté à des gens notamment des gens qui sont dans le basket, déjà, qui ont un gros a priori sur le 3-3. Et on a entendu des bêtises comme c'est pas du vrai basket, c'est un sport plage, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on s'aperçoit que quand les gens ils ont franchi ça, qu'ils s'installent dans les tribunes, qu'ils peuvent vraiment côtoyer le 3-3 à sa culture. Souvent, ils kiffent ça, tu vois. Et c'est pas parce que t'aimes le 3-3 que tu peux pas continuer à aimer le 5-5, tu vois. Il y a pas d'opposition à faire entre ces deux disciplines. Elles peuvent marcher main dans la main. Et il y en a une qui peut alimenter l'autre et vice versa. Ouais, tu vois, je pense que mon mot de la fin, c'est sur ça. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir. Bonne chance pour les jeux. Merci. J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous en aurez appris beaucoup plus sur le management d'équipe et sportif en général. Je vous invite sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien rater. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour participer à nos futurs événements qui sont réservés aux gens sur la newsletter. Donc, c'est des événements privés. Et on se revoit bientôt. Salut!